tous, ici Gormanac, et aujourd'hui, dans cet épisode de Rêvons Conqueror's Blade, nous allons travailler un petit peu sur le storytelling du jeu et sur l'histoire et l'ambiance du jeu. Alors, dans ma vidéo présentation, vous avez vu un combat. Là, ce coup-ci, on va être beaucoup plus théorique, on va être plutôt plus sur l'étude de cartes, l'étude de troupes et autres. Mais on va s'intéresser globalement à tout ce qui fait que Conqueror's Blade est un jeu qui a une âme qui est plus ou moins bien utilisée. Alors, on va d'abord démarrer. Donc, vous pouvez voir ici, je suis dans la ville de Maoyong, grande capitale de la région du nord-est de la carte, l'une des 4 régions auxquelles on peut venir pour le moment. Donc, les styles de bâtiments est asiatique, les gens qu'on va croiser sont plutôt de consonance asiatique. On peut facilement imaginer une histoire dans une ville asiatique au bord du désert. Pourquoi je vous dis au bord du désert? Ne serait-ce que déjà de base par le choix des couleurs des bâtiments qui sont extrêmement bruns, ce qui voudrait dire qu'ils seraient plutôt utilisés de la terre, et c'est pas des bâtiments colorés qu'on pourrait trouver dans des villes comme Pékin, comme à Yue, des trucs comme ça, où ce sont des bâtiments qui sont, si vous y allez un jour, les bâtiments de l'époque médiévale, sont quand même très colorés, notamment les villes impériales, c'est beaucoup de jaune, c'est beaucoup de noix, d'or, c'est beaucoup de rouge. Mais là, on est vraiment sur un truc plus frontalier, on va dire. Donc, Maoyang, c'est où? Angliang, c'est ici, donc la ville où je suis, et Maoyang, c'est cette région-là de la carte. Alors, pour des raisons de filtre, j'ai un petit peu éliminé tout ce qu'il y a autour, ce qui est, moi je trouve un point excellent du jeu, c'est son filtre de cartes, qui nous permet de vraiment choisir ce qu'on veut. Je vais remettre les forts et les postes avancés. Pour les postes avancés, juste les forts. Fort, ville, et il me manque les bourgs. Voilà. Donc Maoyang, c'est une région désertique. Il y a un grand désert au centre, une grosse rivière qui descend des montagnes du massif de Maoyang jusqu'à Oman. La mer de sable, une petite région de prairies ici, encore un peu de prairies ici, les collines littorales, choix assez intéressant, la chaîne de l'Aigle ici, qui continue ici. Donc on est sur une région qui est relativement variée en termes de topographie et en termes de, de visuels, même si beaucoup de ces visuels seront de couleurs assez jaune, ocre et autres. Maoyang, c'est situé à l'est de la carte à l'heure actuelle. Donc la carte à l'heure actuelle, c'est toutes les frontières que vous voyez ici en blanc. Donc Maoyang, Liangyun, La Marche, Ostaria et Unverija. On va d'abord regarder sur Maoyang. Donc, comme je dis, c'est à l'est, ce sont des asiatiques. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Ne serait-ce que par le design et autres, simplement par les troupes qu'on peut y recruter. Quand on regarde bien, donc là, voici l'arbre des unités d'infanterie. On voit ici qu'on a les typés occidentaux et les typés asiatiques. Les troupes de Maoyang donc, sont composées d'épéistes, qu'on peut trouver ici, avec eux, de piquiers, de lanciers, qui dont leur fonction va être de protéger la ligne, de javeliniers. Ils ont des archers, des arquebusiers, et de la cavalerie. Cavalerie archère, cavalerie rapide, cavalerie un peu plus lourde, et une spécialité de l'univers, enfin une spécialité chinoise, le 3 dragons, cette espèce de canon, de masse canon, dans lequel on bourrait de poudre et qu'on faisait péter pour terroriser les gens et percer les lignes. Donc là, c'était monté sur les pyro-lanciers, qui est la cavalerie lourde des terres asiatiques. Donc Maoyang est clairement une région asiatique avec une histoire, une importance. Tout asiatique.
Quand on regarde sur les villes, je peux produire de quoi faire les fauches-fers, les piquets impériaux et autres. Deuxième région asiatique, Liangyun. Et bah Liangyun, on va y trouver un paysage qui est beaucoup plus escarpé, hein, et qui a à voir, plus de montagnes, beaucoup plus de zones assez dures, inaccessibles, mais des grandes plaines aussi. Donc c'est entre escarpement de montagne et plaine, très irrigué. Il y a quand même plusieurs fleuves, du moins des bras de fleuves assez importants, ce qui permet, alors ils appellent ça des rivières, mais je suis désolé, vu la taille, on peut carrément aller sur un fleuve, si on prend les proportions du jeu. On a de quoi faire quelque chose d'assez fort. Après, le fleuve. Non, ils ont raison, ce sont des rivières parce qu'elles ne se jettent pas dans la mer directement. Donc, Liangyun, c'est une région qui sera plutôt verdoyante, très jolie. Liangyun est un point assez intéressant parce qu'au début du jeu, toutes les troupes de Liangyun étaient les mêmes que celles de Maoyang. C'était net, clair et précis. Les Asiatiques, ils avaient tous les Asiatiques, les Occidentaux avaient tous les Occidentaux. Puis arrive courant novembre, sachant que le jeu était sorti en mai-juin, courant novembre arrive un patch qui met en place la résistance Rattan, donc les Rotins. Et dans ce patch, il y a un petit descriptif qui nous donne un petit peu d'histoire, qui nous explique que l'armée de Rotins vient de Liangyun. Alors eux, ils le situent au sud-ouest, je suis désolé les gars, c'est au sud-est. Mais bon, ça c'est un petit détail, je pense qu'ils n'ont pas fait attention à ça. On nous explique que le rotin c'est une armure qui est légère mais résistante, des trucs comme ça. Mais très susceptible de se prendre des grands coups, notamment avec le feu. On nous explique aussi que ça vient des montagnes de Jade. Donc on a les montagnes de Jade, on est bien. Donc on a des unités que je peux vous montrer ici, qui sont spécialistes de la région de Liangyun. Sur le papier, c'est bien cette évolution, ça montre que chaque région va avoir sa propre identité, sa propre manière de percevoir les choses, ses propres unités. Dans les faits, concrètement, c'est pas top parce que on a toujours les mêmes troupes. Les troupes de Maoyang n'ont aucune spécificité parce qu'on va retrouver les mêmes à Liangyun. Par contre, on va trouver des Rattan à Liangyun, là où on va pas en trouver à Maoyang. C'est un peu dommage, c'est un petit raté. J'espère que le jeu va rectifier ça ou alors créer plus de personnalité à Maoyang. Je sais pas, alors en plus de cavalerie ou en développant des chariots, des trucs comme ça. On peut imaginer plein de choses. Donc ça, c'était pour les Rattan. Les Rattan, donc l'armée de Liangyun. Tout le monde peut les recruter, faut pas s'inquiéter. Troisième région, Ostaria. Alors, Ostaria, j'y ai pas joué très longtemps, mais on peut voir facilement des noms à consonance allemande, Eisenhuegel, Esterferstel, Strandorf, donc des choses plutôt germaniques, avec un paysage beaucoup plus ouvert que sur Liangyun. On peut voir qu'il y a des plus grosses plaines. On a des massifs assez anciens qui sont sur le centre et plus escarpés, enfin plus jeunes qui sont sur les frontières. C'est-à-dire que techniquement il y a une plaque tectonique quelque part. Donc on a vraiment, si on définit que le centre c'est la marche, à l'est, à l'ouest, donc l'Occident est allemande. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je regarde mes unités. Les unités donc d'Ostaria, piquier de domaine, albardier, prévôt, albardier. Donc des gens sur des unités de halbarde. Donc des unités qui portent des piques. Pas d'infanterie, à part les. Cela c'est un cas à part. Pas d'infanterie, en dehors des javeliniers. Et c'est assez limite. C'est-à-dire que tout ce qui va être sergent d'armes et trucs comme ça à pied, avec des épées, des haches et autres, ne sont pas présents dans le jeu. En termes de tireurs, on a des archers classiques avec deux évolutions, les Gallos, clairement inspirés des archers gallois qui vont faire la renommée de l'armée anglaise, notamment durant la guerre de 100 ans. Des pyro-archers, alors
Les flèches enflammées, ça a peut-être existé, on n'en est pas sûr, du moins les historiens ne savent pas comment ça fonctionne concrètement, parce que ne serait-ce qu'avec le vent, la flamme, elle s'éteint. Donc, assez complexe d'imaginer cette unité, mais pourquoi pas. En autre tireur, des arbalétriers, qui est vraiment, on est sur une arbalète européenne classique, telle qu'on peut l'imaginer sur les représentations des tapisseries et autres. Une arbalète où il faut tirer la corde, la remettre et tirer ensuite, et ensuite appuyer sur la gâchette pour lâcher le carreau. On a, comme avec les unités asiatiques, des arquebusiers, mais ces arquebusiers ont une unité de fin qui s'appelle le tertios. Alors, le tertio, c'est une formation militaire qui apparaît au cours du 14e jusqu'au 16e siècle à peu près, enfin qui apparaît au 14e siècle, qui va perdurer jusqu'au 16e siècle à peu près, qui va consister à mélanger des unités de piques, donc de piquiers, de halbardiers sur plusieurs rangs, notamment avec ceux-là, ces halbardiers-là, et aux extrémités, sur les flancs, on va mettre des tireurs, et chaque régiment de piquiers va avoir deux unités de tireurs qui vont être côte à côte avec eux et qui vont servir de rouleau compresseur. La poudre va faire peur aux chevaux, ensuite on va pousser la ligne avec la pique, et c'est parti, rouler jeunesse, un véritable rouleau compresseur de l'époque. Donc c'est pour ça que je les appelle les occidentaux et non pas les allemands, parce que si le prévôt-lancier comme ça, c'est un casque espagnol, c'est une cuirasse très inspirée des conquistadors espagnols, on a un visuel très espagnol. Ensuite, dans les unités de cavalerie d'Ostaria, on va trouver des couteliers, globalement ce sont de petits chevaliers pas très bien armurés, des yeomen. Alors ce qui est amusant à savoir, c'est que yeomen ça veut dire écuyer en anglais. On va ensuite trouver les hussards ailés qui sont la fierté de la Pologne et de la Lituanie au cours du Moyen-Âge et plus tard durant même la période qu'on appelle moderne, donc 15e jusqu'au 18e siècle. Et les cataphractaires qui sont des unités de cavalerie lourdes. Sauf que, descriptif, moi me fait beaucoup rire. Un cataphractaire de l'Antiquité, c'est pas ça. C'est beaucoup trop léger. L'armure en écaille là est complètement anachronique. Le casque n'est pas bon, le bouclier n'est pas bon. Globalement, on a plus un chevalier de tournoi si on remplace son casque pour un truc beaucoup plus qui protège beaucoup mieux qu'un véritable cataphractaire. Les cataphractaires, certes, ils ont bien leurs armures en écaille comme ça. Enfin, certains cataphractaires ont les armures en écaille comme ça, mais cataphractaire, c'est comme ça qui était désigné l'unité d'élite de l'Empire byzantin notamment, où va être composé à la fois de chevaliers, enfin de cavalerie lourde plus armurée que ça, et de cavalerie légère avec des arcs, des javelots et de quoi casser les pieds de tout le monde. Donc globalement, on a des unités assez variées aussi du côté de Ostaria, à la limite près qu'il n'y a pas d'autre infanterie que les piquets, ce qui limite techniquement la puissance d'action. C'est un point sur lequel la pique, ça fait pas tout. Si on descend, on a donc la région de Umverija, qui est une région avec des noms plutôt à consonance. Dans, dans ce que je vois, je dirais plutôt pays de l'Est, Pologne, Ukraine, Russie, et trucs comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils s'amusent à faire des toponymies assez différents pour essayer de créer une ambiance, un univers. Euh, Unverija, c'est pareil, c'est comme Ostaria, des plaines, des montagnes, des petits cours d'eau qui vont traverser une partie du territoire, mais concrètement, pas de grande variété. Enfin, je veux dire, on pourrait même fusionner les deux, ça ne changerait rien. Ce qui va changer à Umverija, c'est les troupes. Conqueror's Blade va développer au fur et à mesure, qu'il est encore en bêta, de nouvelles troupes qu'il va implémenter et mettre avec l'ambiance. Donc si avec Lionglun il a mis les Rattan, donc les Rotins, avec un patch qui s'appelait Chevalier et Écuyer, on va avoir 5 nouvelles unités qui, selon l'historique, sont originaires de Umverija. Donc on a des lanciers, on arrive avec un mur de bouclier
et une lance style sergent d'armes européen du 10e, 12e siècle en Europe classique, donc ce qui va être France, Angleterre et autres, avec des sergents d'armes extrêmement lourds. Donc, pour ceux qui ont joué à Medieval War, le premier du nom, c'était comme ça qu'étaient appelés les sergents d'armes français. Une cavalerie qui a une armure de plate lourde, c'est plus de la plate qu'on va avoir à partir du 13e, 14e siècle, qui équipe donc ce chevalier qui ressemblerait à un croisé à cause de son casque. Des écuyers à pied, avec une petite côte de main, enfin un casque, un gorgerin de métal, enfin de maille, et un petit bouclier classique. Pourquoi pas avoir choisi de continuer à mettre des boucliers en amande? Excellente question. Et les hommes d'armes, qui sont en côte de maille, tabard et autres. Le casque anasal classique qu'on va retrouver dans beaucoup d'armées entre le 10e et le 13e siècle. Donc on a quelque chose d'assez visuel. On les imagine bien partir à la croisade, ça c'est sûr. Donc, Liang Yun, c'est des Vietnamiens, globalement. Mao Yang, ce serait plutôt la Chine impériale du 10e, 13e siècle. Ostaria, c'est l'Europe de la fin du Moyen-Âge, donc 13e, 14 jusqu'au 15e siècle à peu près. Et Umverija, ce serait le Moyen-Âge du 10e jusqu'au 13e siècle. Donc en termes d'anachronisme, si on est tatillon sur l'histoire, c'est pas bon. Après, en termes de visuel, c'est pas mal, c'est joli, ça donne envie, tout comme ça. Dernière région que j'ai pas parlé, c'est la Marche, qui est une région frontière, où on va avoir la possibilité à partir d'un moment de passer ses frontières et d'aller conquérir cette zone-là. Notamment cette ville-là qui est dite la plus importante. Donc cette zone-là, c'est une zone de frontière où on va pouvoir à la fois créer des armes du côté occidental et des armes du côté oriental. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir, en contrôlant un territoire d'ici, faire de l'équipement pour vos troupes, qu'elles soient aussi bien occidentales qu'orientales. C'est assez intéressant d'un point de vue technique. Maintenant, d'un point de vue lore, ils ont expliqué, avec l'apparition de la saison 2 et de la Cité des Conquérants, que tout ce que je vous parle là, Ostaria, Umverija, La Marche, Maoyang et Liang Yun, appartenait à un seul et même empire, qui était cet empire-là, qui était contrôlé ou qui est contrôlé par un empereur qui vit dans la Cité des Conquérants, et qui a une raison quelconque qui va faire que les seigneurs de guerre que nous incarnons, nous joueurs, vont décider de se libérer ou non du joug de l'empereur et d'aller casser la figure à tout le monde pour essayer de se tailler la plus grosse part du gâteau et de se proclamer empereur. C'est ajouter de l'univers dans un jeu qui n'en avait pas. C'est intéressant. Maintenant, il n'y a pas tellement d'impact parce que l'empereur n'est pas réel, n'est pas existant, ça peut pas être un joueur par exemple. Et il n'y a pas de but en dehors de conquérir davantage de territoire chez les petits copains d'à côté. Saison 2, donc début février, avec l'apparition de Cité Conquérant, est apparue une population de Mongols. Les Mongols, que je vais vous montrer juste après, quand on lit l'historique, on apprend qu'ils viennent de la partie nord de Maoyang, qu'un hiver extrêmement rude a poussé les populations nomades à traverser les frontières et aller envahir tout ce qu'ils pouvaient avant de repartir chez eux. Donc, globalement, il faut imaginer une armée de raiders de pilleurs qui vont venir attaquer les territoires et repartir avec leur butin. On peut trouver ça énormément dans tout ce qui va être la culture populaire dans les séries David Gemmell par exemple. Les nadirs ce ne sont d'autres que ces mêmes raiders, ces mêmes pillards.
qui sont tirés tous de l'image qu'on se fait nous occidentaux de l'Empire mongol. C'est un peu plus complexe que ça l'Empire mongol, mais on va pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour casser trop les pieds. Donc les troupes de la saison 2, qui étaient pour la première fois débloquables non pas avec de l'honneur comme toutes les autres troupes, mais débloquables avec des quêtes, se composent de deux unités d'infanterie, les archers Namkhan et les Tsereg. Alors les Tsereg c'est sympa parce que c'est la première fois qu'on a une unité d'infanterie avec bouclier et une arme autre qu'une épée. Toutes les unités d'infanterie avec bouclier ont forcément une épée. Un Jian chez les Chinois et autres, mais c'est la même chose. On a les pionniers de Selem, une cavalerie à sabre, les Korshin, archers de cavalerie, les Keftul qui est en fait une cavalerie de charge avec un arc. Donc de temps en temps, toutes les 30 secondes, je crois qu'on peut utiliser une compétence pendant 10 secondes qui va pas être très efficace. Et ce qui fait le truc phare, qui sont les Keshig, les gardes Keshig, excellente unité du jeu, qui porte deux sabres, qui va servir à faucher les flancs et autres, très inspiré du film sur Gengis Khan, sur la grandeur de Temujin Khan, comment il est devenu de Temujin Khan à Gengis Khan. Très bon film d'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder pour vous faire vraiment une image de l'Empire mongol tel qu'il devait être à ses débuts. Donc les Keshik, c'est une cavalerie de choc assez puissante qui va servir, soit tu es taillé l'infanterie, soit tu es la cavalerie. Donc si je reprends ma carte, on a une diversité de troupes qui viennent de cette région-là, hein, en lequel on n'a aucune information autre que ils sont pris un hiver terrible, ils sont venus nous envahir. C'est un peu dommageable pour l'immersion. Au début j'étais très hypé moi par le côté les Mongols arrivent et trucs comme ça. Puis finalement, le fait qu'on n'ait pas accès à cette région-là, qu'on ne peut pas la visiter et qu'on ne peut pas voir des installations, des petits campements, trucs comme ça m'a un petit peu rebuté, on va dire. À la fin de la saison 2, la cité conquérant était prise par une faction, une alliance. Chez nous, c'était les Warabi qui l'ont pris. Et on est passé à la saison 3. Saison 3, nouvelle unité, nouvelle histoire, nouvelles troupes recrutables. Donc voici les troupes recrutables. Les condottières. Alors les condottières, ce sont des chefs qui vont vendre leurs services à des princes italiens et à d'autres pays, d'autres États, durant toute la période du Moyen Âge et de la Renaissance. Donc c'est comme ça qu'on appelle. Globalement, le condottière c'est un chef mercenaire. Et donc là, les condottières sont une infanterie épéiste avec ce bouclier assez petit en amande qui se porte sur l'avant-bras. Si on regarde bien. D'ailleurs, les anneaux sont mal placés par rapport au bras. C'est assez intéressant. Bref, un petit problème de caractère design, c'est pas non plus la mort. Donc on a de nouveau le casque style conquistador et pas d'armure. On est sur des tenues bouffantes à la Lansquenet, à l'italienne. Deuxième unité, les Fortebraccio, qui sont des piquiers avec une pique qui fait entre 3,50 m et 5 mètres, à mon avis, à vue de pied comme ça. Cette unité va être extrêmement efficace pour tenir une ligne face à une charge notamment. Donc on a le design encore une fois du Lansquenet avec une armure en plus. Si vous cherchez des gravures de Lansquenet du XVIe siècle, vous allez avoir quelque chose d'assez similaire en termes de tenue en tout cas. Les Falconetti, une unité de canonnier à main, qui va sur le champ de bataille poser son canon, puis ensuite tirer pour déstabiliser les formations ennemies. Concrètement, porter à bout de bras un canon comme ça, c'est pas possible. Ne serait-ce que la fonte, là, c'est beaucoup trop lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mec porte normalement 15 boulets. Alors, les boulets, ils ont de la taille de l'entrée ici. Donc je vous laisse imaginer où est-ce qu'il peut se les mettre. Dernière unité de l'extension, les arbalétriers pavoiseurs. Donc un grand pavois qui vont poser, une arbalète lourde classique qu'on va retrouver dans toute
tout l'Occident médiéval et début de la Renaissance aussi. Une cotte de maille et le casque classique. On a quelque chose d'assez visuellement correct, je veux dire, c'est pas trop mal. Et d'inspiration, et l'inspiration, ce sont les arbalétriers génois. C'est comme ça qu'on les appelle, mais globalement, grande partie des populations, enfin des grandes villes portuaires italiennes, au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, vont utiliser ce méthode de combat, notamment sur les bateaux, parce que le bouclier protège, il recharge avec l'arbalète, il tire, ça fait un mec qui a moins de chances de mourir, de leur côté. Donc c'est intéressant, et c'est franchement pas mal. Si je devais situer, alors avec le patch est arrivé une histoire aussi racontant d'où viennent ces mercenaires. Et le patch nous dit qu'ils viennent du sud-ouest de Umverija, ce coup-ci ils ne se sont pas trompés. Avec la mer de la Quiétude, toute cette région-là, globalement, est une région qui serait peuplée de ces fameux Italiens, qui s'appelle, et cette région s'appelle Sicania. Sicania, les Sicanes, c'est une tribu sicilienne que les Grecs vont rencontrer au 6e siècle avant notre ère, enfin au 8e siècle avant notre ère, avant de les incorporer petit à petit lorsqu'ils ont conquis et commencé à dominer la Sicile. Donc on a quelque chose d'extrêmement italien. Dans le descriptif, on nous raconte que les mercenaires de Sicania sont très très bons pour tenir les espaces exigus, notamment avec leur lancier Fortebracci, enfin leur piqué, leur Fortebracci et les arbalétriers pavoisseurs. Rajoutez à ça les canons qu'ils ont, vous êtes sûr que vous pouvez faire des dégâts. Et si je regarde bien, et c'est un truc sur lequel Mycom est très doué, c'est que si je regarde bien les territoires, en effet, j'ai quelques plaines, mais c'est extrêmement escarpé, c'est vraiment de petits passages, et c'est donc très compliqué de passer, surtout si vous avez une défense de fer, comme ce que je viens de vous raconter, à coup de piquet et d'archer, et d'arbalétrier. Et c'est là où moi ça m'intéresse, c'est que si l'accent est mis en particulier sur le fait que ce soit des Italiens, Italiens plutôt. Alors, entre les différentes unités et les différents designs, on a entre du 12e siècle et du 16e siècle, donc c'est assez large. C'est pas la seule civilisation qui dispose de cette. Enfin, civilisation. Oui, c'est pas cette seule culture militaire qui va mettre en avant cette technique de combat. On va la retrouver aussi chez les Suisses. Les Suisses qui, dans leur histoire, étaient sous domination du Saint-Empire romain germanique, vont battre une armée extrêmement importante de l'Empire Habsbourg qui à ce moment-là dirigeait le Saint-Empire romain germanique à grands coups d'arbalétriers et de piquets. Je conseille d'ailleurs le manga assez bon, je crois que ça s'appelle Wolf Art, qui raconte globalement un petit peu cette révolte et cette tension qu'il y a perpétuellement entre le Saint-Empire romain germanique et les cantons suisses. Manga un peu fantasque sur certains détails, mais très plaisant, les dessins sont beaux, et on va retrouver en effet ces arbalétriers pavoisseurs à plusieurs moments. Donc concrètement, l'univers de Conqueror's Blade est en train de se construire, mais il y a beaucoup de bémols. Premier bémol que je peux noter, c'est qu'on nous parle de régions, on peut même pas aller les visiter. C'est probablement prévu pour plus tard, qu'on aille les voir, qu'on en profite d'aller visiter Sicania et probablement de l'envahir. Et toutes les plaines là-haut qui appartiennent aux Mongols. Mais comme on peut voir, mis à part la mention de la mer de la Quiétude, il n'y a pas de route, il n'y a pas de système, il n'y a pas de port, on voit rien, il n'y a aucune structure. Et je peux remettre mes autres territoires, on voit pas grand chose, honnêtement. Et là-haut, on n'a que deux mentions, la plaine solitaire et la lande du crâne brisé. Déjà, ça inspire vraiment truc un petit peu dur, un truc comme ça. Mais pareil, pas de route, pas de. Si, il y a un début de route ici. Ça peut être intéressant. On a d'autres régions, par contre, qui ne sont pas nommées non plus, mais qui ont des routes. On a quelques mentions, la mer de cristal, la route de la baleine, et
d'autres régions comme celle-là qui est presque entièrement notée. Je veux dire, on zoome, on pourrait presque mettre les villes et les villages, hein. La région est quasiment terminée, concrètement. Il y a juste à mettre les villes, les villages, les ressources. Et c'est parti, mon kiki. On apparaît de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que MyCom a encore de la marge pour créer son univers dans Conquerance Blade. Euh, je tiens à faire une petite mention avant de reprendre ma diatribe. Il y a une autre civilisation dont on est au courant qu'elle existe. Ce sont les Japonais, notamment des Japonais pirates, donc ce qu'on appelle les Wako, euh, qui ont eu deux events où ils sont venus nous casser un petit peu les pieds, trucs comme ça, mais clairement ils sont japonais, hein, les armures de samouraï, les katanas, les naginata, l'arquebuse japonaise, qui est aussi performante, voire même plus performante que l'arquebuse européenne. Donc on a quelque chose qui est déjà implémenté, mais encore une fois, où ça? Alors on peut imaginer qu'ils partiront des îles, mais ça, parce que c'est un peu l'or des pirates, enfin l'histoire des pirates, de partir des îles, machin, tout ça, mais on n'a pas plus d'informations. Puis l'unité, elles sont déjà prêtes, concrètement, quand MyCom nous fait languir sur l'unité qu'on souhaite depuis très longtemps. Donc voilà, c'est la première vidéo sur l'univers de Conqueror's Blade, où on a un petit peu discuté des différentes régions déjà présentes et des régions non présentes, mais globalement citées déjà à un point ou un autre. On va ensuite s'intéresser avec mes camarades, avec mes amis de la maison des Krogan Bourré, sur les régions qui sont quasiment terminées. Donc cette région-là et celle qui est tout à l'est, juste avant l'archipel, celle-là. Donc ça c'est notre projet pour dimanche. On va discuter tous ensemble dessus et se dire bah là je mettrai une ville, là je mettrai un village, quelles ressources, machin tout ça, quel type de civilisation pourrait vivre dans ce coin-là. J'ai déjà des petites idées et on va en débattre tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite on pourra essayer de réfléchir à quelles sont les autres régions possibles du jeu, qu'est-ce qu'on y mettrait comme civilisation, donc quel type d'unité qu'on pourrait y mettre, sachant qu'on va se limiter à 5 unités par région. Pourquoi est-ce que je dis 5 unités par région? Vous me direz, là ils sont 4. Oui, mais là ils sont 6. Et les unités des autres patchs, 5 et 5. Donc on peut en conclure que si on reste sur une bonne base de 5 unités, il y a quand même de quoi créer énormément de choses. Et j'ai beaucoup d'idées sur qu'est-ce que MyCom pourrait mettre en place pour nous surprendre, nous faire plaisir, et qu'est-ce qu'elle ne mettra peut-être pas en place et qui me laissera moi quand même continuer de rêver. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin de journée, amusez-vous bien et à la prochaine.